Devant l'autel, Léa était convaincue que le véritable amour était enfin à sa portée, pour toujours. Mais lorsque le marié a souri à une autre femme au premier rang, elle a découvert qu'un cœur brisé pouvait être l'arme la plus redoutable de toutes. La marche nuptiale emplissait l'église, chaque note vibrant dans la poitrine de Léa. Elle avançait lentement vers Julien, l'homme qui, dans quelques instants, deviendrait son époux. Sa robe blanche flottait autour d'elle, et les regards des invités étaient empreints d'une pure admiration. En arrivant à l'autel, elle lui offrit son plus beau sourire, celui qu'elle avait précieusement gardé pour ce moment unique. Julien, impeccable dans son costume, lui rendit son sourire, mais soudain, une fraction de seconde, son regard a dévié. Il a fixé le premier rang, où se tenait Camille, le témoin et la meilleure amie de Léa, et lui a adressé un sourire complice, un secret partagé qui a traversé l'église comme une flèche de glace. Le monde de Léa s'est arrêté. La chaleur de l'instant s'est dissipée, remplacée par un froid mordant. Tous les signes, toutes les excuses, tous les mensonges des derniers mois se sont percutés dans son esprit. Les invités n'ont rien remarqué. Mais pour Léa, cet échange de regards était un cri. Le prêtre s'est éclairci la gorge, prêt à commencer la cérémonie. « Nous sommes réunis aujourd'hui ». Sa voix semblait lointaine. Julien s'est tourné vers elle, son faux sourire de retour sur son visage. Mais Léa ne le voyait déjà plus. Son cœur battait la chamade, non pas d'amour mais d'une fureur silencieuse. La question du prêtre flottait dans l'air, attendant une réponse qu'elle n'allait pas donner. Au lieu de cela, la main de Léa, tremblant légèrement, s'est dirigée vers une couture dissimulée dans sa robe. Le sourire de Julien a vacillé, réalisant enfin que quelque chose n'allait terriblement pas. « Léa » a-t-il murmuré, la première note de panique dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce regard de panique sur le visage de Julien était le même regard que 3 nuits plus tôt, lorsque le mensonge avait été exposé sous la lumière crue de la cuisine. L'image s'est figée dans l'esprit de Léa, et le son de l'église a disparu, la transportant à la nuit qui a tout changé. Il ne restait que 72 heures avant le mariage, et elle était heureuse, fredonnant une mélodie simple tout en pliant quelques vêtements pour la lune de miel. Julien était sorti précipitamment pour une réunion de dernière minute, mais avait oublié son porte-document. Léa l'a pris sur le comptoir pour le ranger, et c'est alors qu'une enveloppe blanche et épaisse est tombée par terre. Ce n'était pas une facture, ni un document de travail. Le nom de Camille était écrit sur le devant, avec l'écriture incomparable de Julien. Une nausée lui est montée à la gorge. Elle lui avait toujours fait confiance, mais une voix sombre dans son esprit, la même qu'elle avait ignorée pendant des mois, lui hurlait de l'ouvrir, et elle l'a ouverte. Les mots ont jailli de la page, cruels et acérés. Ce n'était pas seulement une lettre d'amour à sa meilleure amie, c'était un plan. Un scénario détaillé de la façon dont ils continueraient à se voir après le mariage, de la façon dont ils utiliseraient l'investissement du père de Léa pour lancer leur propre entreprise, et enfin, la phrase qui a brisé son âme, « Sois patiente, mon amour. Dès que l'argent sera en sécurité, je me débarrasserai de la petite fiancée naïve. » Léa a senti l'air manquer dans ses poumons. Le papier tremblait entre ses mains, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Chaque promesse, chaque baiser, chaque projet qu'ils avaient fait ensemble s'est révélé être une farce. La douleur était physique, une pointe aiguë dans sa poitrine. Elle aurait pu l'appeler, crier, tout arrêter sur le champ. Mais en regardant la lettre, la tristesse a commencé à se transformer en une fureur glaciale. Il ne méritait pas une sortie facile. Il ne méritait pas la dignité d'une rupture privée. Il voulait la faire passer pour une idiote. Alors, elle utiliserait la scène qu'il avait lui-même montée pour son acte final. Et maintenant, de retour à l'hôtel, sentant le papier plié sous ses doigts, la douleur de cette nuit se transformait en une force froide et inébranlable. La force qu'elle ressentait était réelle, mais en dessous, un océan de douleur menaçait de tout engloutir. Là debout, devant l'autel qui devait être le portail de son bonheur, Léa a plongé dans les souvenirs du rêve que Julien avait assassiné. Ce n'était pas juste un mariage, c'était la récolte d'années d'investissement, de rires, de sacrifices silencieux.
Elle s'est souvenue de leur rencontre dans une petite galerie d'art. Il n'était pas comme les autres. Il écoutait. Quand elle a parlé de son désir d'avoir un jour son propre espace, de promouvoir des artistes locaux, ses yeux ont brillé d'un intérêt qui semblait sincère. Il lui a fait croire que ses rêves étaient importants. Il lui a fait croire qu'ils construiraient un empire ensemble, non pas d'argent, mais de partenariat et de respect. Et elle l'a cru. Elle y a tellement cru qu'elle a mis ses propres projets en veilleuse pour le soutenir quand il a décidé de lancer sa propre entreprise. Elle a utilisé ses économies pour l'aider à louer son premier bureau, à passer des nuits blanches à relire ses propositions, à célébrer chacune de ses petites victoires comme si c'était les siennes. Parce que, dans son esprit, c'était le cas. Tout était à eux. Chaque pas était une brique dans la construction de l'avenir qu'il lui avait promis. L'image la plus nette dans sa mémoire était celle d'un dimanche après-midi, 6 mois plus tôt. Ils étaient passés devant une vieille maison avec un jardin couvert de lierre et une grande fenêtre donnant sur la rue. « C'est ici, Léa », avait-il dit en lui tenant les mains. « C'est ici que nous verrons nos enfants grandir. Imagine, un garçon avec ton talent pour l'art et une fille avec mon obstination. » Ils avaient ri, et à ce moment-là, le bonheur était si palpable que Léa avait l'impression de pouvoir le toucher. Ce rêve était son encre, sa vérité. Un rêve qui se révélait maintenant être la plus cruelle des illusions. Pendant que ses souvenirs doux et empoisonnés traversaient son esprit, le conflit la déchirait de l'intérieur. Une partie d'elle, celle qui l'aimait encore, voulait que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Elle voulait se réveiller la nuit précédente, en sécurité dans ses bras, avec l'odeur de son parfum sur son oreiller. La douleur de la trahison était un nœud dans sa gorge, un feu dans sa poitrine. Les larmes brûlaient, luttant pour s'échapper, mais elle les retenait avec une force qu'elle ne se connaissait pas. S'effondrer n'était pas une option. Pas ici, pas devant lui. Pas devant elle. Ses yeux ont croisé ceux de Camille un instant, la femme qu'elle appelait son amie, qui l'avait aidée à choisir sa robe, qui avait organisé son enterrement de vie de jeune fille, la regardait maintenant avec une expression de fausse inquiétude. L'hypocrisie était si flagrante qu'elle a servi de carburant à la fureur qui grandissait en Léa. La fureur était sa bouée de sauvetage dans cet océan de souffrance. C'était la voix qui murmurait dans son esprit, répétant les mots de la lettre « La petite fiancée naïve ». Non, elle ne serait pas la fiancée naïve, elle ne serait pas la victime de leur tragédie. La confusion dans l'église commençait à se transformer en un murmure audible. Elle pouvait sentir des centaines d'yeux sur elle, pouvait presque entendre leurs pensées. Fait-elle un malaise? Pourquoi ne répond-elle pas? Pauvre mariée, quelle situation embarrassante. L'humiliation publique, la peur du jugement, était une autre vague qui tentait de la faire tomber. Julien, réalisant qu'il perdait le contrôle, s'est penché vers elle, son haleine mentholée envahissant son espace. « Léa, qu'est-ce qui te prend? Souris !» a-t-il sifflé, la voix basse et menaçante, le sourire toujours figé sur son visage pour les inviter. « Tout le monde nous regarde. Ne fais pas de scène. Pense à notre famille, à notre avenir. » Le mot « famille » a été l'étincelle. L'audace qu'il avait d'utiliser l'arme du crime contre elle était si choquante, si vile, qu'elle a banni toute trace de doute. Le conflit en elle a cessé. La douleur s'est cristallisée en un but clair et tranchant comme du verre. Son avenir n'était pas le sien. La famille qu'il mentionnait était une fraude. Elle a serré le papier dans sa robe si fort que les bords se sont froissés. Le temps de l'hésitation était terminé. Le mot « famille » a résonné dans l'esprit de Léa, coupant le brouillard de la douleur avec la clarté d'un rasoir. Le temps, qui semblait s'être arrêté, a repris son cours, mais d'une manière étrange et lente. Chaque seconde s'étirait, lourde de la tension qui émanait maintenant de l'autel et se propageait dans l'église comme une onde de choc silencieuse. Léa n'a pas bougé. Son immobilité était sa première réponse. Un acte de défi passif, qui a complètement désarmé Julien. Il s'attendait à des larmes, un scandale, une fuite. Il ne s'attendait pas à ce silence maîtrisé, à ce regard qui le transperçait, un regard qui ne contenait plus d'amour ou d'admiration,
mais le poids froid d'un verdict. Sa panique a grandi, visible dans la façon dont sa mâchoire s'est contractée. Il a tenté un dernier bluff, forçant un sourire charmant pour les invités les plus proches, haussant les épaules comme s'il partageait une blague privée, un simple cas de nervosité de la mariée. « Léa, ma chérie, arrête cette plaisanterie », a-t-il de nouveau murmuré, la voix maintenant dure, dénuée de toute tendresse. « Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Ressaisis-toi, maintenant. » Le prêtre, un homme d'âge mûr habitué aux cérémonies tranquilles, a ajusté ses lunettes sur son nez, clairement mal à l'aise. « Mademoiselle Léa ?» a-t-il demandé, sa voix résonnant dans le silence de mort. « Tout va bien? Souhaitez-vous un verre d'eau? Pouvons-nous continuer ?» Chaque mot était une pelletée de terre jetée sur Léa, l'enterrant vivante sous l'attente de tous. Il voulait qu'elle continue. Il voulait qu'elle dise « oui » et valide le mensonge, pour que tout le monde puisse se détendre et se diriger vers la fête. La pression ne venait pas seulement de l'autel. Du premier rang, le regard de la mère de Julien, Béatrice, était comme deux éclats de glace. Il n'y avait pas une once de compassion sur son visage parfaitement maquillé, seulement une irritation aristocratique. Pour Béatrice, les mariages étaient des fusions de familles, des transactions sociales, et Léa violait le contrat avec son comportement inapproprié. Elle voyait l'hésitation de Léa non pas comme un signe de douleur, mais comme une faille de caractère, une preuve que cette fille simple n'avait jamais été à la hauteur de son fils. Léa pouvait sentir son jugement brûler sa peau. À côté de Béatrice, le père de Julien, un homme dont la fortune s'était construite sur une réputation impeccable, secouait la tête dans un déni presque imperceptible, le visage un masque de désapprobation. Le message était clair. Elle salissait le nom de la famille. En contraste, la main de son propre père a trouvé la sienne, la serrant avec une force douce. « Ma fille, que se passe-t-il » a-t-il murmuré près de son oreille, la voix pleine d'une inquiétude sincère qui a failli la briser. « Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. » L'amour dans sa voix était un baume et une torture. Comment pouvait-elle faire exploser cette bombe devant lui, l'homme qui l'avait conduite à cet hôtel avec tant de fierté, croyant la confier à un avenir sûr et heureux? Cet acte de bonté paternelle la fit se sentir encore plus isolée dans sa terrible vérité. Il ne savait pas, personne ne savait. Pour tous, elle était la mariée en crise, la femme instable, gâchant le jour le plus important de sa vie. Et puis, pour compléter ce cirque des horreurs, Camille s'est levée. Le tissu de sa robe de témoin a bruissé alors qu'elle faisait un pas en avant. Le visage tordu dans un masque d'angoisse parfaite et solidaire. « Léa, ma chérie, qu'y a-t-il » a-t-elle dit, la voix assez forte pour que les premiers rangs puissent l'entendre. « C'est l'émotion, n'est-ce pas ? Respire profondément. Nous sommes tous là pour toi. » La performance était digne d'un prix. Elle se positionnait comme l'ami loyal, le roc au milieu de la tempête, tandis que ses yeux, que seule Léa pouvait vraiment voir, dansaient avec un triomphe à peine déguisé. Camille savourait chaque seconde de cette humiliation. Chaque regard de pitié que les invités lançaient à Léa était une victoire pour elle. Et les invités, tel un public obéissant, sont tombés dans le panneau. Les murmures sont devenus plus audacieux. « J'ai toujours pensé qu'elle était un peu instable », a commenté une cousine éloignée de Julien. « Il est bien trop bien pour elle », a chuchoté une autre dame derrière son éventail. « Quelle honte! Le pauvre Julien ne méritait pas ça. Regardez-le, si patient. » Le récit s'écrivait sous ses yeux, et dans celui-ci, Léa était la méchante. Voyant la situation tourner en sa faveur, Julien a porté son coup de maître. Il s'est tourné vers le prêtre avec une expression de noble souffrance, le marié trahi par la fragilité de sa bien-aimée. « Mon père » a-t-il dit, la voix étranglée par une fausse émotion. « Je demande pardon à tous. Je crois que l'émotion de la journée a été trop forte pour ma fiancée. Peut-être serait-il préférable de faire une petite pause pour qu'elle puisse se reprendre. » C'était l'insulte finale. Non seulement il l'avait trahie, mais il essayait maintenant de la faire taire, la dépeignant comme une femme hystérique, fragile et incapable de gérer la situation. Il essayait de lui voler sa voix, son pouvoir, sa vérité devant tous ceux qu'elle connaissait.
L'humiliation était maintenant complète, un manteau lourd et étouffant. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le poids écrasant ne l'a pas brisé. Au contraire, l'injustice était si absolue, la manipulation si éhontée, qu'elle a consumé toute sa douleur, toute sa peur, toute son hésitation. Il ne restait plus qu'une certitude froide et cristalline. Il voulait une scène. Il allait en avoir une. Mais ce serait selon son scénario. La tentative de Julien de la dépeindre comme une demoiselle fragile a été son erreur fatale. Il a sous-estimé la femme qui avait passé les 72 dernières heures à forger sa douleur en une armure. L'humiliation qu'il a tenté de lui imposer n'a pas trouvé une victime, mais une guerrière. Et maintenant, la guerrière était prête pour la bataille. Lentement, avec un calme qui a terrifié Julien plus que n'importe quel cri, la main de Léa s'est mise en mouvement. Tous les yeux dans l'église ont suivi le mouvement hypnotique de ses doigts, glissant sur le satin de la robe jusqu'à trouver la couture cachée. Le froufrou du tissu fut le seul son dans le silence pesant. Puis elle a sorti le papier plié. Ce n'était pas un mouchoir pour sécher les larmes d'une mariée émue. C'était une feuille A4, pliée en 4, marquée de plis de rage et de détermination. Elle l'a tenue en l'air un instant, entre le pouce et l'index, comme un procureur présentant la preuve irréfutable. Un soupir collectif a parcouru la nef de l'église. La confusion des invités s'est approfondie. Qu'était-ce? Une note oubliée? Un poème? Le visage de Julien a perdu toute couleur. Le sang a fui ses joues, laissant derrière lui un masque pâle de pure terreur. Il savait, oh, il savait exactement ce que c'était. De l'autre côté, au premier rang, le sourire de fausse inquiétude de Camille s'est figé et s'est brisé, remplacé par une expression d'incrédulité absolue. Elle a regardé de la lettre au visage de Julien, une communication silencieuse et désespérée passant entre les deux traîtres. Ils étaient exposés, ils étaient sans défense. Léa a laissé le silence s'étirer, savourant ce moment de pouvoir absolu. Pendant 1 minute entière, elle a été la metteuse en scène de ce théâtre, et tous, du prêtre aux invités, étaient son public captif. Finalement, elle a brisé le sortilège. Sa voix, quand elle est venue, n'était ni tremblante ni forte. Elle était parfaitement modulée, froide et claire, fendant l'air comme un scalpel. « Tu as raison, Julien », a-t-elle commencé, le regardant droit dans les yeux, ignorant tous les autres. L'émotion de la journée a, en effet, été trop forte pour moi, mais pas l'émotion que vous et nos invités imaginez. Elle a fait une pause, tournant son visage vers le prêtre, puis vers la foule. Mon père, chers amis, famille, je m'excuse pour cette interruption. Mais avant de répondre à la question qui scellera mon destin, je sens qu'il est de mon devoir de partager avec vous tous les vœux les plus sincères que mon fiancé a récemment écrits. L'église a explosé en un bourdonnement de murmures confus. Des vœux, quel geste romantique et étrange. Julien a fait un pas en avant, la main tendue. « Léa, ça suffit, c'est ridicule, range ça !» a-t-il ordonné, sa voix essayant d'être ferme, mais trahie par un tremblement de panique. C'est alors que le père de Léa, qui jusqu'à présent assistait à la scène dans un état de choc confus, a bougé. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement posé sa main sur l'épaule de Julien, une pression douce, mais avec le poids d'une menace incontestable. Le message était clair, reste loin d'elle. Julien a reculé, vaincu. Léa a souri, un sourire sans humour, sans joie. « Ah, mais ces vœux ne sont pas pour moi », a-t-elle précisé, sa voix montant d'un ton pour que tout le monde puisse entendre. « Ils sont pour ma meilleure amie, mon témoin, Camille. » La deuxième bombe était nucléaire. Des halètements audibles, des mâchoires tombantes, des regards se tournant à l'unisson vers la femme pétrifiée au premier rang. Camille s'est recroquevillée sous le poids de centaines d'yeux, le visage brûlant de honte et de panique. Léa a déplié la lettre avec un claquement sec. Le son a résonné comme un coup de pistolet de départ. « Je ne lirai que quelques extraits, » a-t-elle dit. « Je pense qu'ils suffiront. » Et elle a commencé. « Mon amour impossible, ma Camille, » a lu Léa la voix ferme. «
Je compte les secondes pour que ce cirque se termine et que je puisse enfin être dans les bras de ma vraie fiancée. Sois patiente. Léa est naïve. Elle croit chaque mot que je dis. Son père me fait aveuglément confiance. Elle s'est arrêtée, regardant le visage horrifié de son père, qui comprenait maintenant la profondeur de la trahison. Elle a continué. L'investissement pour notre entreprise est presque garanti. Après la lune de miel, j'aurai le contrôle total des fonds. Alors, nous pourrons commencer notre vraie vie, loin de tout ça. Elle ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Je t'imagine dans notre maison, la maison que j'achète avec son argent, et je souris. Tu es mon avenir, elle n'est que le pont pour y arriver. Avec tout mon amour, ton Julien. À chaque mot lu, la réalité de la situation s'abattait sur la congrégation. L'histoire a changé. La mariée instable s'est transformée en une femme trahie, en quête de justice. Le marié charmant est devenu un escroc manipulateur. La meilleure amie est devenue une complice cruelle. Le silence qui a suivi la lecture était plus profond, plus lourd qu'avant. C'était un silence de jugement. Julien, pâle comme un fantôme, a tenté une dernière et pathétique défense. « C'est un mensonge !» a-t-il crié, la voix aiguë. « Elle invente tout. Elle est devenue folle parce que je voulais rompre. Elle n'a pas supporté le rejet. » Mais personne ne l'a cru. L'écriture sur la lettre, la façon dont Camille refusait de croiser le regard de qui que ce soit, la panique estampillée sur son visage, tout racontait la véritable histoire. Le courant d'opinion s'est inversé avec la force d'un tsunami. Les regards de pitié, qui étaient auparavant pour Léa, se sont maintenant transformés en mépris pour Julien. Les chuchotements ont changé de ton. « Mon Dieu, quel salaud !» a dit quelqu'un à voix haute. Et avec la meilleure amie, « Quelle horreur !» a complété une autre voix. La mère de Julien, Béatrice, ne regardait pas son fils avec pitié, mais avec fureur. La fureur de l'humiliation publique, l'empire de réputation que sa famille avait construit était en train d'être démoli, brique par une feuille de papier. Léa a observé le chaos qu'elle avait créé. Elle ne ressentait pas de triomphe, pas encore. Elle ressentait seulement le soulagement froid de la vérité. Le pouvoir était de retour entre ses mains. L'humiliation avait été transférée, renvoyée à ses expéditeurs. Et elle n'avait pas encore fini. Le déni pathétique de Julien a flotté dans l'air une seconde, avant de se désintégrer sous le poids de la vérité. Léa a fait un pas en avant, descendant la marche de l'autel, réduisant l'espace entre eux. Elle n'avait plus besoin de l'élévation de la scène. Son autorité morale était désormais sa seule et inébranlable plateforme. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de lui, le visage serein, les yeux fixés dans les siens. « Folle ?» a-t-elle répété, la voix dénuée d'émotion, ce qui la rendait encore plus tranchante. « Tu me traites de folle, Julien ?» Analysons ce mot. Serait-il fou de passer un an à planifier chaque détail d'un avenir que tu savais être un mensonge? Serait-il fou que je t'ai fait confiance à toi, l'homme qui me regardait dans les yeux en me jurant un amour éternel, alors que ton esprit et ton corps appartenaient à une autre? Chaque question était un coup de poignard, et Julien reculait à chaque assaut verbal. Tu parles de rejet. Le seul rejet ici, c'est celui de la décence. Ton rejet de l'honnêteté, du respect, du minimum de caractère qu'on attend d'un être humain. Tu ne voulais rien rompre, Julien. Tu voulais tout. Tu voulais mon amour, mon dévouement et, par-dessus tout, l'argent de ma famille pour financer une double vie. Elle a brandi la lettre. Ça, ce n'est pas de la folie. C'est ton écriture, ta signature au bas de ta propre sentence. Puis elle s'est tournée lentement. Et son regard a croisé celui de Camille, qui était paralysée, les larmes coulant maintenant librement, maculant son maquillage coûteux. Les larmes, Léa le savait, n'étaient pas de remords, mais de terreur face à l'exposition publique. Et toi, Camille, la voix de Léa était plus douce maintenant, mais chargée d'une douleur qui a réduit toute l'église au silence. Toi, qui as séché mes larmes quand j'étais nerveuse pour les préparatifs. Toi, qui m'as serré dans tes bras à mon enterrement de vie de jeune fille et m'a souhaité tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde, Camille. Pendant que tu comptais les heures pour voler mon fiancé et mon avenir, je t'appelais ma sœur.
Je t'ai confié mes peurs les plus profondes, et tu as utilisé chacune d'elles comme une blague, comme un tremplin pour tes plans égoïstes. Il n'y a pas de mots pour ce que tu as fait. C'est une trahison qui va au-delà du corps, c'est une trahison de l'âme. La digue de la bienséance sociale a finalement cédé. Un homme au fond de l'église, un vieil ami de la famille de Léa, a crié « Quelle honte! Mettez-les dehors !» C'en était assez. La congrégation, auparavant une masse silencieuse de spectateurs, s'est transformée en un tribunal furieux. Le bourdonnement des murmures est devenu un rugissement d'indignation. Les gens se sont levés, pointant du doigt, condamnant. Béatrice, la mère de Julien, a tenté de se lever pour défendre l'honneur de la famille, mais son mari l'a ramenée sur son siège, le visage gris de défaite. Il savait que la bataille était perdue. L'humiliation était totale et inéluctable. Dans un dernier acte de désespoir animal, Julien s'est avancé, non pas vers Léa, mais vers la lettre qu'elle tenait. « Donne-moi ça !» a-t-il grogné, le visage déformé par un masque de fureur. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, le père de Léa, un homme calme et doux, a bougé avec une rapidité surprenante. Il s'est interposé entre Julien et sa fille, son corps une barrière impénétrable. « Tu ne la touches plus », a-t-il dit, la voix basse, mais vibrant d'une autorité que Julien n'avait jamais vue. La confrontation physique, même brève, a scellé le sort de Julien. Il était désormais, aux yeux de tous, non seulement un traître, mais un agresseur potentiel. De l'autre côté du chaos, Camille a vu son opportunité. Au milieu des cris et de la confusion, elle s'est retournée et a commencé à courir, mais il n'y avait aucune issue. Son chemin la menait directement par l'allée centrale, la même allée que Léa avait parcourue en tant que mariée. Pour Camille, c'est devenu le couloir de la honte. Chaque pas était une torture, sous le regard méprisant de centaines d'invités. Elle a trébuché sur sa propre robe. Le son de ses sanglots résonnant alors qu'elle atteignait finalement les portes de l'église et disparaissait dans la lumière du jour, fuyant la scène de son crime. Léa a regardé la fuite de Camille sans expression. Puis, avec un calme effrayant, elle s'est tournée vers l'épicentre de la destruction. Elle a regardé la lettre dans sa main, la preuve de toute la douleur, et l'a simplement laissée tomber. Le papier a flotté un instant avant d'atterrir doucement sur le marbre froid, aux pieds de Julien. Ensuite, ses doigts sont allés à sa main gauche. D'un mouvement délibéré, elle a retiré la bague de fiançailles en diamant, la pierre brillant sous la lumière des vitraux. Elle ne l'a pas jetée. La violence aurait été indigne d'elle. Au lieu de cela, elle s'est penchée et l'a posée délicatement sur la lettre pliée, le symbole du faux engagement reposant sur la preuve de la trahison. Le silence est retombé lorsque ses mains se sont levées vers sa tête. Avec une grâce que personne n'attendait, elle a trouvé les épingles qui retenaient son voile. Une par une, elle les a détachées. Le voile, symbole de la mariée, de la pureté et de l'illusion, a glissé sur ses épaules et est tombé au sol, rejoignant la bague et la lettre, formant un petit bûcher de rêve mort. Maintenant, elle était libre. Elle n'était plus la mariée, la victime, l'idiote. Elle était juste Léa. Elle a relevé la tête et a regardé l'homme brisé en face d'elle. « Le mariage est terminé, Julien », a-t-elle dit, la voix claire et finale. Il était terminé avant même de commencer. Et puis, elle a prononcé sa sentence finale, les mots qui scelleraient ce jour pour toujours. Le oui que je dis aujourd'hui, c'est à moi-même. C'est un oui à un avenir de vérité, d'honnêteté et d'amour-propre. Et c'est le non le plus définitif que tu entendras jamais. Elle s'est retournée, tournant le dos aux ruines de sa vie passée. Elle a commencé à remonter l'allée. Le chemin du retour semblait plus court, plus léger. Les gens s'écartaient pour la laisser passer, et les regards n'étaient plus de pitié, mais d'un profond respect, d'admiration. Quelques femmes plus âgées avaient les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de solidarité. À mi-chemin, son père l'a rejointe, lui offrant son bras. Elle l'a accepté. Et ensemble, père et fille, ont parcouru les derniers mètres. En arrivant aux grandes portes en bois, la lumière du soleil de l'après-midi les a enveloppés. Léa n'a pas regardé en arrière. Elle est sortie de l'obscurité de cette église et est entrée dans sa nouvelle vie.
laissant derrière elle le chaos, le mensonge et l'homme qui avait tenté de la détruire. La lumière du soleil n'avait jamais semblé si chaude, si réelle. En franchissant le portail de l'église, Léa a eu l'impression d'émerger d'un long et sombre tunnel. L'air frais a rempli ses poumons, et le son lointain de la circulation de la ville était un rappel bienvenu que le monde continuait de tourner. Indifférent au drame qui était resté derrière, son père tenait toujours son bras, une présence solide et réconfortante. Il l'a guidé sur le côté, loin du chemin des invités qui commençaient à sortir dans un flot confus de choc et d'excitation. Il n'a pas posé de questions, n'a pas demandé d'explications. Il l'a simplement serré dans ses bras, une étreinte qui disait « Je suis là et je suis fier de toi ». Dans ce geste, Léa a trouvé la première ancre dans son nouvel et incertain océan. Bientôt, un petit cercle de loyauté s'est formé autour d'elle. Sa tante, son cousin, 2 amis d'enfance qui n'avaient jamais fait confiance à Julien. Ils ne l'ont pas étouffé de mots, mais ont créé une barrière protectrice contre les regards curieux et les téléphones qui commençaient inévitablement à enregistrer. Ce qui se passait à l'intérieur de l'église n'était plus son problème. Le pandémonium, la famille de Julien essayant de sauver les débris de leur réputation, la salle de réception coûteuse et vide. Tout cela appartenait à un univers dont elle avait divorcé publiquement. Elle n'a pas eu besoin de voir Julien être escorté par une porte latérale. Le visage, un mélange de fureur et d'humiliation. Elle n'a pas eu besoin de savoir que ses parents ont passé la nuit suivante à appeler les invités les plus importants, essayant de contrôler le récit avec des mensonges pathétiques sur une crise de nerfs de Léa. La vérité, elle le savait, est plus tenace que n'importe quel mensonge. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, l'histoire s'est répandue dans sa ville comme une traînée de poudre. C'est devenu une légende locale, racontée et re-racontée dans les cafés et les dîners, chaque version ajoutant une couche de drame. Pour Julien, le résultat a été catastrophique. Le scandale a anéanti sa crédibilité. Des clients se sont éloignés. Des partenaires commerciaux ont annulé des contrats. L'image d'homme de famille fiable, qu'il avait tant cultivé pour ses affaires, a été détruite de façon permanente. Sa famille, obsédée par les apparences, le voyait maintenant comme une tâche, un passif. Ils ne l'ont pas déshérité, mais l'exil social qu'ils lui ont imposé était presque pire. Il est devenu un fantôme dans sa propre vie, hanté par l'écho d'une porte d'église se fermant. Quant à Camille, sa punition a été tout aussi sévère, mais plus silencieuse. Elle qui vivait de son réseau de contacts et de sa popularité, s'est retrouvée complètement isolée. Ses amis l'ont effacée de leur vie. Les invitations à des événements se sont taries. Elle est devenue persona non grata, la femme en qui personne ne pouvait avoir confiance. Le plus ironique de tout, c'est que le grand amour pour lequel elle et Julien avaient prétendument tout risqué s'est désintégré sous la pression du scandale. Leur partenariat, construit sur l'excitation de la trahison, n'avait aucune fondation. Ils se sont mutuellement accusés de la ruine et ont suivi des chemins séparés, chacun emportant avec lui le lourd bagage de ses choix. Mais l'histoire la plus importante n'était pas celle de leur ruine, mais celle de la reconstruction de Léa. Le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des nuits d'insomnie, des jours où la douleur de la trahison revenait avec la force d'une marée. Elle a pleuré l'amour qu'elle pensait avoir, l'amitié qu'elle a perdue et l'innocence qui lui a été volée. Mais à chaque larme, elle se sentait un peu plus purifiée. Elle a refusé d'être une victime. Elle a pris toute l'énergie, tout l'argent et tout le temps qui aurait été consacré à un mariage et à un mari, et les a investis en elle-même. Le rêve de la galerie d'art, qui avait été mise en veilleuse, est devenu son objectif principal. Elle a vendu la robe de mariée, un acte qui a semblé être la clôture finale d'un chapitre, et a utilisé l'argent pour louer un petit espace charmant dans le centre-ville. Elle a passé des mois à rénover, à peindre les murs, à chercher des artistes locaux talentueux qui, comme elle, avaient besoin d'une chance. La galerie est devenue sa thérapie, son projet, sa déclaration d'indépendance. 6 mois après le jour qui aurait dû être le début de sa vie de femme mariée, a eu lieu l'inauguration de sa galerie.
L'endroit était bondé, non pas d'invités contraints par une invitation de mariage, mais d'amis sincères, d'artistes et d'amateurs d'art. Debout au milieu de sa création, entourée de tableaux qui racontaient des histoires de résilience et de beauté, Léa a souri. C'était un sourire sincère qui venait du fond de son âme. Elle n'avait plus besoin de la validation de personne. Elle avait construit sa propre fin heureuse. Au final, la leçon qu'elle a apprise était profonde. Parfois, l'univers brise votre cœur non pas pour vous détruire, mais pour vous libérer. La trahison de Julien n'a pas été la fin de son histoire. Elle a été le catalyseur qui l'a forcée à devenir l'héroïne de sa propre vie. Sa vengeance n'a pas été le scandale à l'église. La véritable vengeance a été son bonheur, son succès, sa paix. C'était de prouver à elle-même et au monde que la meilleure réponse à un grand mensonge est de vivre une vie extraordinairement vraie. L'histoire de Léa est une preuve puissante que, même dans les moments les plus sombres de trahison et d'humiliation, il existe une force intérieure qui attend d'être découverte. La plus grande victoire ne consiste pas à exposer les erreurs des autres, mais à avoir le courage de construire notre propre chemin, avec plus de sagesse, de dignité et d'amour-propre. Son parcours nous inspire à transformer nos blessures en tremplin vers un avenir plus brillant et plus vrai. Maintenant, nous voulons vous entendre. Si vous croyez que chaque fin douloureuse peut être, en réalité, la porte d'entrée vers un nouveau départ libérateur, montrez votre soutien. Laissez le mot « recommencer » dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions créer une chaîne de force et d'espoir pour tous ceux qui ont déjà eu besoin de se réinventer. Et si cette histoire a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'un rappel, qu'il n'est pas seul et qu'il possède la force nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. Un simple partage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour trouver son propre chemin. Pour continuer à recevoir d'autres histoires émouvantes comme celle-ci, qui nous rappellent le pouvoir de la vérité et de la résilience humaine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.